Maintenant, venons-en au presque dernier, avant-dernier sujet de cette émission de rentrée. Ça fait bientôt 2 heures de temps que je vous entretiens. L'Europe isolée par les États-Unis et la Russie, le commencement des douleurs. Oui, je crois que c'est important d'aborder ce point de politique et de géopolitique internationale. Dans la phase 1 du conflit entre l'Ukraine et la Russie, l'Union européenne s'est caractérisée par une grande véhémence, une grande virulence. De mémoire, je me souviens qu'en 2022, celui qui était alors le ministre de l'économie et des finances de la République française, un certain M. Bruno Le Maire, avait annoncé le programme d'une manière très abrupte. À la suite de l'invasion de février 2022 du territoire ukrainien par l'armée russe, M. Bruno Le Maire affirma ceci: nous allons faire effondrer l'économie russe. Bruno Le Maire, ministre français de l'économie et des finances, parlait en toute confiance. Et il était sur la même longueur d'onde que Mme Ursula von der Leyen, il était sur la même longueur d'onde que M. Mark Rutte, il était sur la même longueur d'onde que les chefs d'État français, le chancelier allemand, etc. L'élite européenne et américaine était toute voile dehors. Mais avec le temps, ce qu'on a observé, c'est d'abord que sur le terrain militaire, malgré l'aide énorme apportée par l'Union européenne, par l'OTAN, par les États-Unis à l'Ukraine, celle-ci a perdu d'énormes pans de son territoire. Et notamment, elle est en train de perdre progressivement toutes les parties russophones de son territoire. Donc, en fait, on doit pouvoir constater aujourd'hui une défaite militaire de l'Ukraine et par extension une défaite militaire de l'OTAN et de la grande puissance de l'OTAN, les États-Unis, face à la Russie. Même sur LCI, la chaîne des bornés, où la vérité se dit aussi rarement que la pluie au Sahel, on a maintenant des experts, entre guillemets, pour reconnaître la défaite militaire de l'Ukraine et dire que cette défaite n'est rien d'autre que celle de l'OTAN et des États-Unis. Bon, défaite militaire. Mais le deuxième fait incontournable, c'est la défaite économique. L'économie russe ne s'est pas effondrée. Elle a plutôt bien résisté, mieux. Profitant de cette période de guerre, la Russie a investi dans l'industrie d'armement, dopant d'ailleurs son secteur de l'emploi à travers la fabrication à cadence encore plus accélérée de ces armes de guerre. Mieux, la Russie, dans cette opération depuis 2022, a réussi à ratisser très large avec l'alliance la plus puissante dans le monde. Elle a réussi à mettre de son côté la République populaire de Chine. Elle a réussi à mettre de son côté plus de la moitié des pays du continent africain. Elle a réussi à mettre de son côté plusieurs pays de l'Amérique latine. Tout naturellement comme le Venezuela ou Cuba, et même le Grand Brésil a adopté une position pro-russe. La Russie a réussi à mettre de son côté un certain nombre de puissances, même du Moyen-Orient, comme pendant un temps la Syrie, et à un moment donné, elle a frappé un très grand coup en Arabie Saoudite, en réussissant à se faire allier de Mohammed Ben Salman, le prince d'Arabie Saoudite, grand allié pourtant de la CIA et des Américains. Donc, sur le plan économique, malgré toutes les vagues de sanctions qui sont abattues contre la Russie, elle ne s'est pas économiquement effondrée. Deuxième échec de l'Europe. Deuxième échec politique de l'Occident. Mais il y a un troisième niveau, qui à mon avis est un niveau énorme. Je ne sais pas comment on fait pour négliger cet échec-là, mais c'est l'échec moral, intellectuel, spirituel de l'Europe face à la Russie et à ses alliés. C'est que désormais, l'écrasante majorité de la population du monde ne prend plus au sérieux les valeurs tant proclamées par l'élite politique européenne. Les valeurs proclamées de démocratie, d'état de droit, les valeurs dites de tolérance, les valeurs de bonne gouvernance, les valeurs de droits de l'homme, respect des droits de l'homme, toutes les valeurs par lesquelles l'Europe s'était imposée dans les esprits, dans les médias, dans les écrits, même dans les programmes scolaires et universitaires.
une espèce d'auréole de sainteté, de pureté, d'exemplarité. Tous ces principes-là qui, en quelque sorte, servaient de refuge à la satisfaction morale de l'élite politique européenne, tous ces principes se sont effondrés. L'Europe est maintenant regardée par le monde entier comme la partie du monde qui est dirigée par les humains les plus violents qui ait jamais eu lieu, qui ait jamais existé sur la Terre. Et cela est dit par les Européens. Monsieur Sarkozy, vous êtes là? Monsieur Sarkozy, quel est le continent le plus barbare de l'histoire de l'humanité? On va donner la parole à quelqu'un qui a saccagé la Libye, contribué à l'assassinat de Kadhafi et au saccage du Sahel. Donc, il va nous parler de quelque chose qu'il a amplement pratiqué. Monsieur Sarkozy, voilà. Allez-y. Je vais vous dire une chose. Oui, dites. L'Europe, oui, de tous les continents du monde, oui, est le continent le plus brutal, oui, où il y a eu les guerres les plus sauvages. tout à fait. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, oui, c'est l'Europe. Très bien. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, oui, c'est au XXe siècle. Très bien, monsieur Sarkozy. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Ah. C'est en Europe qu'on s'est battu. Ouais. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité. Ouais. Puisqu'on a oublié la Bosnie. Ouais. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Ah. Merci, monsieur Sarkozy. Alors, au passage, tout naturellement... Je vais vous dire une chose. Non, c'est bon, c'est bon. Au passage, il oublie l'extermination des Indiens d'Amérique par les colons européens qui, aujourd'hui, avec Donald Trump et, comment il s'appelle, son adjoint, J.D. Vance, viennent parler de l'immigration comme étant le grand problème de l'Amérique. Vraiment, il y a des jours où je me demande pourquoi les gens se moquent de la connaissance. Donald Trump est un descendant d'immigrés européens qui sont des colons américains. Ce sont des gens qui ont chassé les véritables autochtones américains qu'on appelle abusivement les Indiens d'Amérique et qui leur ont pris toutes leurs terres pour fonder leurs États. Ce sont ces gens-là qui maintenant au pouvoir à Washington osent parler de l'immigration comme étant le principal problème, alors qu'ils sont tous des descendants d'immigrés. Toute l'élite blanche des États-Unis est une élite descendante d'immigrés colons, responsable de l'extermination des Indiens d'Amérique. Oui! De telle façon que si l'immigration doit être un problème, alors la colonisation est un problème, l'extermination des Indiens est un problème. Et tant qu'on n'a pas résolu toutes les colonisations, tant qu'on n'a pas résolu l'extermination des Indiens, on n'a pas le droit de parler. Voilà quelqu'un, quand il faut parler de ce qu'il y a de grave dans l'histoire de l'Europe, bien sûr, il cite l'extermination des Juifs. D'accord. Mais l'extermination des Juifs n'est pas la première extermination de responsabilité européenne. Il y a eu les exterminations américaines, il y a eu les exterminations d'Africains, il y a eu les exterminations d'Asiatiques, il y a eu les exterminations des populations de tous les autres continents, avant que l'extermination ne devienne le mode d'être de l'Europe. Sur son sol, l'Europe avait exporté l'extermination comme politique extérieure sur tous les autres sols. Donc Sarkozy vient nous dire que l'Europe est sauvage quand l'Europe se retourne contre les Européens. Il est incapable de nous parler de l'Europe telle qu'elle a été vécue par les Africains, vécue par les Asiatiques, vécue par les Américains pendant des siècles et des siècles. Parce que cette Europe-là lui est bénéfique. Voilà la double conscience. Et je veux dire que la solitude de l'Europe et des derniers dirigeants à défendre cette condescendance, cette arrogance, cette suffisance, cette solitude vient en fait de l'effondrement moral. Elle aurait pu se réfugier il y a quelques décennies encore derrière le christianisme. Mais qui croit que l'Europe politique actuelle soit chrétienne? Personne. Le christianisme européen, le christianisme politique européen est devenu une pure façade. Plus personne n'y croit. En Europe. Il y a certes des Européens qui sont encore des chrétiennes et des chrétiens. C'est pas ce que je conteste. Mais que l'on nous parle de la politique européenne comme étant une politique chrétienne, c'est cela qui ne passe plus. Plus personne ne prend ça au sérieux. Une politique morale
Il faudrait que ce soit une politique cohérente qui applique la fameuse règle d'or. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. Mais l'Europe politique n'a fait que faire aux autres tout ce qu'elle ne voudrait pas que les autres lui fassent. Regardez toutes les sanctions qu'elle a abattues contre la Russie, parce que la Russie a envahi l'Ukraine. Mais il faudrait qu'on abatte les mêmes sanctions contre tous les pays européens qui ont envahi un jour des pays africains, envahi un jour des pays américains, envahi un jour des pays asiatiques. Si on appliquait la règle d'or du Christ à l'Europe, est-ce qu'elle tiendrait un jour? Si on appliquait le principe de justice, de réciprocité à l'Europe, est-ce qu'elle tiendrait un jour? Regardez comment l'Europe vacille. Simplement parce qu'on lui applique légèrement, un tout petit peu, le principe de réciprocité. Et vous savez qui le lui applique? Mais d'un côté, un Européen, Poutine, et de l'autre côté, un autre Européen, Trump. L'Europe est punie par ses propres descendants, par ses propres enfants. Ceux qui estiment avoir préservé quelques menues valeurs de la civilisation européenne. Les valeurs dites la famille traditionnelle, les valeurs de souveraineté, les valeurs de patriotisme, d'amour de la nation, ces valeurs qui sont en disparition dans l'élite dite cosmopolitique européenne, eh bien, Trump et Poutine les utilisent pour fouetter les Européens. C'est chaud bouillant. Allez regarder la dernière conférence de presse de Trump en présence du président français aux États-Unis. Une humiliation en direct. Regardez comment sont organisées les négociations entre la Russie et les États-Unis en l'absence de l'Ukraine et des Européens. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les écoute pas? Zelensky et ses amis européens. Mais parce qu'en fait, ils se sont discrédités sur le terrain militaire, ils se sont discrédités sur le terrain économique, et enfin, ils se sont discrédités sur le terrain moral. Quand tu souffres d'un triple discrédit, militaire, économique et moral, mais diplomatiquement, tu ne vaux plus rien. Or, ce qui arrive maintenant à l'Europe, j'aimerais que vous qui êtes mes amis témoignez que je fais partie de ceux qui l'avaient prédit. Ai-je, oui ou non, dit que la politique européenne isolerait l'Europe et l'offrirait à la risée des nations? Ai-je, oui ou non, dit que les sanctions européennes se retourneraient contre l'Europe, que l'Europe serait fragilisée, en crise énergétique, en crise financière, en crise diplomatique? Ai-je ou non dit que la sanction de l'Europe, c'est qu'elle sera envahie par ses propres extrêmes droites et qu'elle sera gouvernée donc par des gouvernements à courte vue? Parce qu'un gouvernement d'extrême droite, c'est un gouvernement à courte vue. Je vais vous donner un exemple très simple que j'ai sélectionné. C'est le cas de la société Total. La multinationale française Total est en train de fermer ses succursales un peu partout en Afrique. Ces succursales sont en train d'être fermées et elles sont en train d'être remplacées par des sociétés de capitaux africains. Total, c'est le grand groupe pétrolier et gazier français, n'est-ce pas? Bon, écoutez. C'est le sujet 8, je le traite en même temps. Mais écoutez, est-ce que vous savez ce que c'est que Total? Total, c'est une multinationale qui est représentée dans plus de 120 pays dans le monde. Et qui exploite dans ces pays-là le pétrole et le gaz, permettant d'approvisionner la France et d'autres marchés internationaux. Je vous rappelle que la France n'est pas un pays pétrolier. Le territoire français n'a pas de pétrole, ni de gaz. Donc tout le gaz et tout le pétrole qui font la fortune de Total sont extraits dans les 120 pays. Dans les 120 pays où Total est représenté. Là, je vous résume. Hein. C'est une multinationale représentée dans 120 pays. Multinationale d'un pays non pétrolier et non gazier, la France. Et qui vit de l'exploitation du gaz et du pétrole dans 120 pays. D'accord? Je vous demande de noter cette information. Et maintenant, écoutez la suite de mon raisonnement. Est-ce qu'un pays qui a des multinationales, qui vivent des richesses de 120 pays, est-ce qu'un tel pays peut avoir des dirigeants xénophobes? Je recommence calmement la question. Pour mes concitoyens d'adoption, les Françaises et les Français. Lorsque vous avez des multinationales, comme Total, qui vivent d'exploiter le pétrole et le gaz dans 120 pays du monde, pour que nous ayons du gaz et du pétrole à un prix plus ou moins raisonnable, et de plus en plus déraisonnable d'ailleurs, maintenant en France.
Est-ce que vous avez le droit d'avoir un gouvernement d'extrême droite qui, matin, midi et soir, s'essuie les pieds sur les étrangers? Mais qui sont les étrangers qui y a en France? Mais ils viennent de ces 120 pays où Total va chercher le pétrole et le gaz pour nous le ramener pour que nous l'achetions à la pompe. Est-ce que vous vous rendez compte que la montée en puissance de l'extrême droite en Europe n'est rien d'autre qu'une rafale? Ce n'est pas une balle tirée par l'extrême droite, par l'Europe à son propre pied. C'est une rafale de munitions tirée par l'Europe contre eux-mêmes. Mais plus, en fait, l'extrême droite monte au pouvoir en Europe, plus vous allez observer que l'approvisionnement en matières premières des pays européens va être problématique. Parce que vous ne pouvez pas, d'un côté, avoir des gouvernements essentiellement xénophobes, des gouvernements qui, matin, midi et soir, font de l'immigré le problème politique central, celui qui permet d'accéder au pouvoir et de gérer le pouvoir, et de se prévaloir de ses propres turpitudes en expliquant toutes les difficultés politiques par la présence des migrants. Cette mode qui est devenue l'ascenseur social de l'élite politique occidentale et sa justification de pouvoir. Cette mode-là, c'est elle qui explique que Total soit en train d'être chassé de partout. C'est elle qui explique que Orano soit en train d'être chassé de partout. C'est elle qui explique que Bouygues, Bolloré soit chassé de partout. C'est cela qui explique que tous les grands fleurons de l'industrie multinationale française, du capitalisme français international, sont menacés. Vous ne pouvez pas avoir les Marine Le Pen, les Retailleau, qui montent en puissance en France et espérer que les multinationales françaises montent en puissance dans le pays des victimes de la politique xénophobe représentée par ces élites politiques. Et cet exemple vous montre exactement le degré, mais le degré de non-sens, d'amateurisme qui dirige désormais les pays occidentaux. Comment pouvez-vous avoir une politique hostile envers les immigrés, alors que les multinationales qui vous rapportent le plus grand profit sont placées dans les pays de ces immigrés envers lesquels vous êtes hostile? Regardez par exemple l'hostilité envers les Algériens. Mais le gaz algérien vous intéresse. Quand il fallait faire des essais nucléaires, c'est dans le Sahara algérien que vous êtes allé les faire. Mais il faut avoir perdu la tête. Vous êtes intéressé par l'uranium nigérien. Mais les Nigériens n'ont pas de conditions exceptionnelles de séjour en France, d'entrée en France. Ils n'ont pas ces conditions exceptionnelles. Comment pouvez-vous espérer que sur 100, 200, 300 ans, ces gens continuent à vous laisser ramasser leur uranium? Vous êtes là, vous faites monter les Le Pen, les Retailleau. Tout le monde se lève, hein, les Bardella, tout le monde se lève. C'est sur les pieds sur les étrangers. Et vous comptez voir prospérer Bolloré, Bouygues? Vous comptez les voir prospérer Orano dans les pays dont viennent les immigrés qui se plaignent de la manière dont vous les traitez en France? Parce qu'en fait, chacun des 120 pays dans lesquels Total est représenté a des immigrés présents en France et qui subissent la montée en puissance de cette politique hostile et qui couinent et qui gémissent et qui se plaignent et qui protestent et qui parlent. Vous pensez que c'est sans impact pour vos entreprises? Regardez comment se sont effondrés les grands groupes français de banques en Afrique en un temps record. Sous la présidence Macron, comptez le nombre de succursales de banques françaises qui ont fermé en Afrique. Donc, je donne ces exemples. Je donne l'exemple, par exemple, de Total, une multinationale présente dans 120 pays, pour prouver que il faut singulièrement manquer de vision pour développer une politique xénophobe quand on a une économie qui dépend de l'étranger. Comme, contrairement aux apparences, c'est le cas de l'économie française. C'est ça. Et donc, l'Europe, pourquoi est-elle isolée? Mais parce que l'élite politique européenne manque de l'esprit de conséquence. C'est une élite qui n'est pas visionnaire. C'est une élite qui s'est enfermée dans des calculs de courte vue. C'est une élite qui s'est enfermée dans un certain nombrilisme, dans un narcissisme stérile. C'est une élite qui n'a pas fait son aggiornamento, qui n'a pas fait son emendatio rerum intellectus, la réforme de son entendement, de sa compréhension du monde. Elle n'a pas été faite. Bien que certains membres de cette élite paraissent jeunes,
Mais ils sont ringards dans leur tête. Ils ont conservé les réflexes. L'atavisme, colonial, l'atavisme néocolonial et impérial, l'atavisme seigneurial, l'atavisme jacobin. Ce sont des élites qui paraissent jeunes, mais qui sont en réalité des anciennes, des élites archaïques. Voilà la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Je regarde la situation de l'Europe au moment où la Russie et les États-Unis sont en train de négocier le sort de l'Ukraine, et je vois exactement ce que je vous avais dit ici. Je vais dire que quand viendra le temps, en effet, de la cuite des carottes, on ne verra aucun dirigeant européen au cœur d'une décision. L'avenir de la relation russo-ukrainienne, se décidera sans l'Europe. L'avenir du monde multipolaire se décidera sans l'Europe. Parce que les mêmes prémices expliquent le reflux économique, le reflux politique, diplomatique, culturel, moral, mais de l'Europe partout. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je ne me réjouis pas ici du grand malheur qui va frapper les peuples européens. Je constate qu'il est la conséquence des politiques qui ont été menées par les élites inconscientes, avec bien sûr la passivité des peuples eux-mêmes, largement co-responsables de certains des excès de leurs élites. Voilà. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.